Alors, je crois qu'il est temps de commencer. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Didier Dejoux. Je suis ravi d'animer cette conférence Design to Cost, Design to Value, qui est aussi diffusée sur la plateforme sido.pulse, donc à l'adresse qui figure là sur le tableau. Donc, nous allons passer 45 minutes ensemble. Nous avons la chance d'avoir 4 intervenants ici présents. Donc, James Newton, VP Business Development chez Altior, Nicolas Neigeon, CEO chez Aven, Grégoire Gauthier, Stratégique Initiative Leader chez Nemera, et Paul Le Picard, fondateur chez Conseil 3D. Donc je leur demanderai de se présenter. Nous enchaînerons ensuite par le débat et on réservera quelques minutes en fin de séance à vos questions et aussi à celles que pourront nous poser nos auditeurs à distance parce que je crois qu'ils auront accès aux questions possibles. Voilà, donc je vais demander de vous présenter. Alors on va commencer par James peut-être dans l'ordre au tableau. Merci. Premier sur la liste, merci. James Newton, donc je suis responsable du développement commercial pour le groupe Altior, qui est une société française, fabricant industriel de devices complets. J'insiste là-dessus parce qu'on fait autant la partie électronique que mécanique, l'intégration dans l'ensemble dans un produit livré aux clients, destiné soit au marché B2C, donc aux consommateurs, soit au marché industriel. On n'a pas de vertical particulier, on est assez généraliste. Merci. Vous, Nicolas ? Donc Nicolas Neigeon, je suis le président de la société Aven. On a une start-up qui commercialise un aérateur de vin digital. Donc c'est une solution IoT qui permet de servir instantanément parfaitement le vin. Et juste pour donner une idée du lien, donc on travaille en partie avec Altior sur la partie fabrication. Et en termes de taille, on distribue aujourd'hui dans 42 pays à peu près, et avec 3 zones principales que sont la France, les États-Unis et Chine-Corée. Ok, merci. Grégoire ? Oui, bonjour à tous. Donc Grégoire Gauthier, moi je m'occupe de tout ce qui est activité stratégique au sein d'une entreprise qui s'appelle Nemera. Le nom ne doit pas évoquer grand-chose. On est vraiment une entreprise qui s'inscrit dans l'écosystème de la santé. Et le métier de Nemera, c'est de concevoir, développer et fabriquer des systèmes de délivrance de médicaments. Concrètement, on va parler de stylos à insuline, d'inhalateurs, etc. On est l'équipementier des laboratoires pharmaceutiques. Donc une industrie hautement conservatrice, je dirais, qui a peu sa place dans le SIDO. Mais mon témoignage aujourd'hui sera de vous expliquer comment une industrie un petit peu conservatrice sur des dispositifs qui n'ont rien de connecté, qui n'ont rien de digital, qui n'ont rien d'embarqué comme intelligence, sont en train de... Voilà, quel pas on est en train de faire pour suivre un petit peu ces tendances. Ok, et à vous, Paul ? Donc, bonjour à tous, moi je suis Paul Le Picard, du coup je suis le fondateur de Conseil 3D. Chez Conseil 3D, en fait, on fait quoi ? On est partenaire Microsoft et on est spécialisé dans le développement de solutions basées sur les technologies de réalité augmentée. Je ne sais pas si c'est un terme avec lequel vous êtes familier, mais c'est une technologie qui permet de superposer au monde réel des éléments 3D, donc ça va être des hologrammes 3D. Et on travaille beaucoup avec les industries pour les aider à moderniser leur processus métier, que ça soit aussi bien de la conception de produits, du marketing, de la formation ou des sujets plus maintenance. Très bien, merci à tous. Alors peut-être 2 mots pour moi. Donc Didier Dejoux, je suis ingénieur conseil chez Captronic. Alors Captronic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme porté par une association qui s'appelle Jessica France, qui a été fondée il y a plus de 30 ans par le CEA et BPI notamment. Donc le programme consiste à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique de produits ou de process grâce au système électronique. Il y a chez Captronic un volet formation qui est aussi très important. Alors des formations sur catalogue, mais aussi des formations spécifiques à la demande, donc en intra-entreprise. Captronic, c'est un réseau national,
mais avec un fort ancrage régional. C'est 11 implantations différentes en France. Et on est en lien avec les dispositifs de soutien nationaux et régionaux que vous connaissez probablement tous, par exemple l'industrie du futur. Donc je terminerai pour Catronic en disant que c'est plus de 1000 entreprises accompagnées et plus de 1100 entreprises formées sur les 5 dernières années. Auparavant, avant d'intégrer Captronic, donc j'ai eu l'occasion d'œuvrer de longues années dans l'industrie et notamment pour le développement des produits électroniques et mécatroniques de grande série, donc avec un certain nombre de contraintes dont on parlera peut-être. Voilà. Je vous propose d'entrer donc dans le vif du sujet. Alors en introduction, je pourrais peut-être dire que l'objectif de cette démarche Design to Cost, Design to Value, c'est bien évidemment de mettre la valeur client et le coût cible en premier paramètre du produit qu'on va vouloir, du produit ou service que l'on va vouloir développer. Alors, j'ai parlé de valeur, j'en profite aussi peut-être pour rappeler que la valeur client se définit par la satisfaction perçue par le client et son coût d'acquisition, c'est bien le ratio entre les deux. Donc, alors, on va avoir l'occasion d'avoir les témoignages, mais ces entreprises-là et puis les vôtres par ailleurs évoluent dans un environnement technologique qui est en mouvement perpétuel avec toujours plus de possibilités. Donc, chaque fois qu'on envisage un nouveau projet, nouveau produit, process, etc., on imagine bien tous qu'on a des possibilités qui sont étendues, que ce soit pour le périmètre, pour la fonctionnalité, etc. Donc, en face de ça, j'aurais envie, un petit peu en introduction, d'opposer le fait que, d'autre part, on a à faire face à des contraintes de coût. Chaque fois qu'on veut livrer un produit, les marchés, vous les connaissez, ils sont maintenant de plus en plus mondialisés, etc. Donc ces contraintes de coût deviennent significatives. Donc lorsque seules ces contraintes de coût, ces contraintes de coût prises individuellement plutôt peuvent être un petit peu, dans certains cas, restrictives sur la notion de valeur. Alors je pourrais peut-être imager ça par un exemple de la mise en place d'un service de télémaintenance pour une société quelconque à la place d'un déplacement de technicien. On peut tous rapidement se rendre compte que l'aspect coût ou gain en coût peut être assez évident, ou en tout cas très facile à calculer. Sur l'aspect valeur, c'est moins évident. C'est moins évident parce qu'on peut imaginer que ce technicien, quand il allait chez le client, par exemple, il récupérait des informations assez vitales pour sa société, qui faisait remonter à sa direction. Donc un exemple de valeur, ou que son client finalement était très rassuré par voir la présence d'un technicien qui lui donnait confiance dans son process de fabrication parce qu'il était régulièrement audité. Donc ces aspects-là sont peut-être un petit peu plus subjectifs, mais quelque part ils entrent clairement dans la chaîne de valeur. Donc tout ça pour dire que ce n'est jamais très évident ou très aisé de faire des arbitrages à ce niveau-là. Donc nos intervenants à qui je vais passer la parole tout de suite vont vraiment nous préciser comment ça se passe dans leur entreprise. Et je pense particulièrement peut-être à Nemera pour cette première approche. Je pense qu'il est important que vous puissiez détailler au public ici présent comment vous allez chercher cette valeur, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour finalement enrichir vos produits. Je vous laisse la parole. Ah oui, merci Didier. En fait, quand on m'a proposé d'intervenir sur ce thème Design to Cost, Design to Value, ça a immédiatement réveillé chez moi un petit peu les problématiques que l'on rencontre. Donc, je vous l'ai dit de manière un peu provocatrice dans ma présentation. L'industrie pharmaceutique n'est pas forcément l'industrie la plus réputée, en tout cas en termes de produits mis à disposition des consommateurs. On appelle ça des patients. Avec de l'électronique, je pense qu'on a tous autour de nous, sinon nous personnellement, usage de médicaments. Vous voyez qu'il y a très peu d'électronique. On est encore sur des systèmes que je dirais très conventionnels. Et se pose la question, parce que la technologie est accessible de plus en plus. Le salon d'aujourd'hui nous le prouve.
la miniaturisation, l'accès en termes de coûts, il n'y a aucun frein technologique aujourd'hui pour faire de ces dispositifs qui sont des emballages, packaging, si vous voulez me froisser un petit peu, d'en faire des solutions smart. Voilà, des solutions, il n'y a aucun frein, aucun verrou technologique. Potentiellement, j'allais provoquer un petit peu avec une image d'Épinal, il n'y a peut-être pas forcément de barrière de coût, puisqu'on peut être parfois sur des médicaments qui vont coûter 100, 200, 1000, 3000 euros, et que finalement, rajouter quelques euros sur le coût d'un produit à 4 chiffres, c'est peut-être anecdotique. On est peut-être sur des industries qui peuvent se permettre, entre guillemets, ce luxe-là. Pour autant, ça ne se passe pas. Aujourd'hui, ça ne se passe pas forcément. Vous n'avez pas vu dans vos pharmacies l'invasion d'IoT, l'invasion d'applications healthcare, digitales, etc., etc. Alors certes, c'est une industrie qui est extrêmement réglementée, dans laquelle on ne peut pas faire n'importe quoi, et que le fait d'introduire des solutions intelligentes, au sens large, que ce soit rajouter une couche data, que ce soit rajouter de l'électronique avec des capteurs pour vous donner un niveau de votre réservoir. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens asthmatiques. Quand on utilise des systèmes d'aérosols type ventoline, on secoue, on jauge un petit peu, on ne sait jamais où on en est en termes de compteurs. Il existe sur le marché des compteurs mécaniques qui ont leur intérêt, mais qui ont aussi leurs limites en termes de fiabilité, de compter 2 fois, de ne pas compter, etc., etc. C'est une application très simple sur laquelle la dimension digitale, la dimension connectée pourrait apporter de nombreux services à un coût que, j'ose dire, certaines applications pourraient supporter. Pour autant, ça ne se passe pas aussi vite qu'on aimerait. Au titre de Nemera, on a fait ce virage en 2016. Et au risque enfin, j'étais le premier choqué, où la question qu'on s'est posée en termes de direction, c'est est-ce que l'avènement de l'électronique et de l'IoT est une menace pour nous ? Alors moi, étant un petit peu créatif, je voyais ça comme une opportunité. Et d'aborder la question comme une menace a été volontairement choquante, mais finalement, c'était une très bonne approche d'envisager ce mouvement comme ça. Donc, menace avérée, donc opportunité de basculer. Et depuis 2016, on a un tas de programmes, aussi bien pour des produits que l'on appelle propriétaires, que l'on développe pour nous, avec des briques technologiques, des solutions qui vont avoir un coût, mais qui vont apporter une valeur aux clients, que des programmes que l'on développe pour nos clients, qu'ils commercialiseront un jour ou qu'ils auront dans un tiroir. Si un jour le concurrent sort un produit connecté, ils auront le leur. Mais on est dans une espèce de situation un petit peu attentiste où chacun se prépare. Ce n'est pas une guerre froide, mais chacun se prépare et attend de voir le premier qui aura le courage d'affronter les autorités pour arriver avec ces systèmes connectés. Connectés qui posent aussi des problèmes de réglementation, des problèmes d'environnement. Ce n'est pas vraiment le sujet de cette conférence aujourd'hui. Mais juste pour Nemera, on fabrique 1 milliard de dispositifs par an, jetables. Voilà. Il n'est pas question d'aller jeter 1 milliard de PCB en évacuant la question cost. Voilà. Donc j'en viens un petit peu à mon propos sur le design to value, qui est pour moi la question primordiale aujourd'hui, avant le design to cost pour l'industrie pharmaceutique. Donc depuis 5 ans maintenant, on a un tas de programmes, on travaille avec Captronic notamment, c'est la raison de ma présence ici. On a développé des tas de compétences dans ce monde digital, on a embauché des nouveaux métiers qui n'existaient pas chez nous en interne, on s'est associé, on a développé des partenariats. Et moi, l'enseignement et le témoignage que j'apporte aujourd'hui, c'est l'importance criante de ce design to value et d'aller vérifier ce design to value. En bonne industrielle, on a une approche très ingénierie de développer des produits, d'avoir la croyance que ce que l'on va développer, ça va satisfaire l'utilisateur final. C'était déjà vrai dans notre métier conventionnel. Dans le monde de la pharmacie, vous ne choisissez pas forcément d'être malade, vous ne choisissez pas forcément d'être insulino-dépendant. On vous prescrit un stylo insuline, vous n'allez pas vous poser la question de celui-ci, il est plus joli, celui-ci, il est plus ergonomique, j'aime bien le violet, j'aime bien l'aiguille carrée. Voilà. On est captif d'une certaine manière. Donc c'est une industrie qui peut parfois se payer le luxe de ne pas aller vérifier l'adéquation des attentes, des besoins de l'utilisateur final, encore une fois qu'on appelle patient, et l'utilisateur, et du besoin, on dirait pharmaceutique, de la performance. On va opposer la dimension scientifique de la performance thérapeutique, médicale, à l'usage. Ce que je vous dis là pour du produit conventionnel, c'est puissance 27,
quand on intègre la dimension connectée. Et ça, on l'a appris, on a cette chance d'être complètement intégré sur du test utilisateur. Donc on s'entend bien, je ne parle pas de test clinique, je parle vraiment de test d'usage. Et donc mon témoignage, c'est ce qui est vrai sur un produit conventionnel, en termes de valeur, c'est exponentiel sur un produit qui est connecté, où la dimension d'origine de délivrer une dose, de délivrer un pchit nasal, de faire une injection, etc., tout ça, ça doit continuer à fonctionner. Mais l'interface que l'on apporte à l'utilisateur, qui est en situation de vulnérabilité, parce qu'il a une migraine épouvantable, parce qu'il est en train de trembler, parce que c'est un traitement de Parkinson, parce que c'est une personne qui a des problèmes d'arthrite, etc., qui n'a pas de dextérité, qui n'a pas de force dans la main. Une personne de 4e âge, on peut inventer les super solutions les plus abouties sur le plan de l'IoT. Des gens qui n'ont jamais été confrontés à un ordinateur, à un bouton. Voilà. Il y a énormément de freins et il y a énormément de choses à déverrouiller pour que ce design to value apporte vraiment la fonctionnalité attendue à l'utilisateur en toute sécurité. Voilà. Donc vraiment, je ne vais pas m'étendre trop, mais ce design to value est vraiment clé, un facteur clé de succès. Et mon témoignage, chez Nemera, on dit « We put patient first ». En français, on dit « priorité au patient ». Et on fait en sorte que le patient soit un membre, sinon virtuel, mais réel, de boucle de test dans nos projets. Et donc ce témoignage, c'est quand on développe une couche applicative, quand on intègre des capteurs, il faut absolument aller vérifier ça avec l'utilisateur dans des circuits très courts. Voilà. Pas attendre d'avoir le produit parfait pour aller le tester et se rendre compte que c'était juste un produit d'ingénieur. Je ne sais pas si je vous choque, mais... Non, je crois effectivement que c'est un sujet très important et vous pourriez peut-être préciser un petit peu comment finalement vous faites pour vous assurer de cette adéquation valeur ajoutée, qu'elle soit réellement une valeur ajoutée sur vos produits. Comment vous êtes organisé? L'accès à l'utilisateur final, c'est jamais aisé? Ouais, alors, très bonne question. Effectivement, quand on parle d'utilisateur final... Alors tout va dépendre des pathologies qu'on adresse, mais en tout cas du côté de Nemera, on est assez développé, on est implanté un peu partout dans le monde, et on a cette chance, cette inspiration que l'on a eue avant de basculer dans cette ère digitale, d'intégrer le test utilisateur. Donc vraiment le test d'usage qu'on appelle la usability, où on a des systèmes comme au poste de police, de vide sans teint. Donc on reçoit des patients, on sait recruter des patients avec toutes les précautions qui s'appliquent en termes de non-influence du marché, etc., etc. Donc on a des partenaires, on sait profiler des patients, recruter des patients. On a aussi des métiers chez nous, on a des ethnographes, on a des métiers un petit peu bizarres, loin de l'ingénierie, des sociologues qui sont capables de bâtir des tests, de savoir... Parce que tester avec un patient, il faut savoir poser les bonnes questions, il faut savoir faire les bonnes observations. Voilà, donc toute cette logique est en place, on a des métiers en place, on a des systèmes pour recruter des patients, et on a aussi des moyens, type vide sans teint, film, etc., tests d'application en ligne, landing page, etc., etc. D'accord. Et les résultats finalement obtenus à la suite de cette mise en œuvre que vous venez de décrire, est-ce que ça donne des produits qui sont, j'allais dire à l'opposé, ou en tout cas différents de ce que les équipes techniques auparavant internes, les groupes d'ingénieurs qui développaient les produits, etc., pouvaient imaginer, ou finalement c'est rien qu'une petite évolution dans une direction donnée? Alors, et merci pour cette question. C'est une anecdote assez intéressante. Je ne vais pas dévoiler toute la stratégie que l'on a mis en place depuis 2016, mais une des actions a été de faire ce que l'on appelle des démonstrateurs. Un démonstrateur, c'est un petit peu comme un concept car dans l'automobile. C'est-à-dire que moi, je vais mobiliser nos équipes créatives, nos équipes de R&D, et le challenge, ça va être de sortir un produit pour un salon. Alors, nos salons, ce n'est pas le SIDO, c'est plus des salons pharmaceutiques. Et s'approcher de manière très ludique, avec toutes ces méthodes créatives, des méthodes qu'on pourrait dire agiles en termes de process, de développement. Et comme c'est un concept car, la règle, c'est on veut un produit à telle date. Et on fait une liste de fonctions, mais ce sont des produits qui probablement n'arriveront jamais sur le marché. Le but de ces produits, c'est de générer des briques technologiques, des modules technologiques que l'on puisse réutiliser ou offrir à nos clients. Donc pourquoi je vous parle de cette anecdote-là, c'est qu'on a une liberté totale. Le seul but, c'est avoir un produit au jour J. Ben, croyez-moi ou pas, mais je pense que sur un recul de 3-4 ans, il y a quasiment 50%
des fonctionnalités que l'on a implantées sur ces démonstrateurs qui proviennent de suggestions ou d'améliorations pilotées par l'utilisateur final. Des choses très bêtes, mais en tant que créateur, en tant qu'ingénieur, on n'a pas forcément la posture de l'utilisateur final. Et le fait de tester ces démonstrateurs, puisqu'évidemment, que quand on les conçoit dans notre cycle de développement, les utilisateurs participent. Alors, les 50%, prenez-le à la grosse, mais il y a réellement, par rapport à votre question, Didier, des fonctionnalités que l'on a tuées, en disant mais ça sert absolument à rien. Moi, utilisateur final, je ne veux même pas en entendre parler. Et à l'inverse, et ce n'est pas des fusées sur la Lune, hein, ça peut être la LED qui clignote ici, en fait, s'il y en avait 2 sur le côté, et si elle clignotait différemment, ça serait mieux. Voilà, c'est pas des choses très compliquées, mais en tout cas, on s'enrichit énormément, et c'est aussi le sens de mon témoignage. Non seulement il faut le vérifier pour vérifier que le design to value est une vraie value, mais aussi on s'enrichit énormément de ça. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et effectivement, ces sujets autour du design to value qui sont, je pense, très intéressants pour toute l'Assemblée. Petite question que j'aurais peut-être envie de poser à Paul, puisque chez Conseil 3D, je crois que vous avez des clients un petit peu différents, ou en tout cas des grands groupes plutôt, hein, comme Framatome, Renault, Total, etc. Alors peut-être que vous êtes enfermé finalement dans des spécifications dès le départ qui vous empêchent d'avoir autant de liberté. Je ne sais pas, vous pouvez... En fait, nos clients, comme tout type d'entreprise qui crée des produits, ils cherchent quand même à optimiser leur coût de réalisation de prototypes et cherchent des solutions pour comment montrer leurs prototypes à des clients finaux qui ne se trouvent pas forcément dans une localisation géographique proche de chez eux ou qui sont des situations compliquées à mettre en place, surtout en ce moment avec le Covid, où c'était très compliqué pour ce type d'entreprise de se déplacer. Nous, on a effectivement différents clients, notamment un qui s'appelle ArcelorMittal. Donc ArcelorMittal qui est le leader mondial de fabrication d'acier. Et en fait, ils ont une division qui est spécialisée dans l'automobile, où ils réalisent ce qu'on appelle des caisses en blanc, c'est des châssis de voitures. Donc dès que, par exemple, il y a là aujourd'hui on est dans la voiture électrique, donc là ils travaillent sur les modèles de châssis de voiture liés à la voiture électrique, et ces châssis de voiture, ils doivent les montrer à leurs clients qui se trouvent au Japon quand ils parlent à Toyota, ou aux États-Unis quand ils parlent à Ford, par exemple. Et jusqu'à aujourd'hui, il fallait qu'ils acheminent dans des containers vraiment des modèles de voitures pour aller montrer à leurs clients finaux ce que ça allait donner. Et ça, c'était des situations donc logistiques très compliquées à mettre en place, très coûteuses, parce qu'à chaque fois, ils partaient avec 50 personnes d'ArcelorMittal en avion pour réaliser les démos. Donc c'était compliqué. Il fallait qu'ils réalisent beaucoup de prototypes. Réaliser des prototypes, que ce soit une voiture ou tout type de produit, c'est très cher. Donc utiliser la maquette 3D, le numérique, pour, au lieu de faire 10 prototypes, en faire que 3. Et aujourd'hui, avec la solution qu'on a fait, en fait, ils peuvent faire la démonstration donc, de leurs évolutions dans la conception d'acier pour les véhicules en utilisant la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque pays, il y a des commerciaux résidents ArcelorMittal qui ont une application qui fonctionne sur les lunettes de réalité augmentée Microsoft HoloLens. Et en fait, c'est un catalogue de produits en réalité augmentée. Donc, le commercial peut faire la démonstration avec son client, donc le constructeur automobile, des avancées d'ArcelorMittal dans le domaine de l'automobile. Donc, ça permet immédiatement, dès que l'équipe d'R&D ArcelorMittal sort un nouveau produit, 2 heures après, le commercial qui est à l'autre bout du monde peut faire la démonstration de ce nouveau produit à son client. Donc, ça leur permet d'être très agile, de ne pas perdre de temps et d'économiser des coûts en transport. Donc pour eux, c'est une solution qui leur a tout de suite vu les gains d'un point de vue ROI, d'un point de vue expérience client. Même si dans la phase de vente, à un moment, ils montent quand même le prototype finaux, ça leur permet de se passer de plusieurs étapes dans la conception de leurs produits et de prototypage. D'accord, merci Paul. Voilà. Donc on l'a bien compris en fait, hein, les contraintes en fonction de vos marchés respectifs peuvent être très différentes, hein, notamment par exemple l'aspect coût qui n'est pas le facteur premier peut-être dans certaines industries, mais qui néanmoins de manière globale, je crois, on peut dire, est
est un point, une contrainte très significative. Hein. Les marchés sont de plus en plus mondialisés, donc pour vendre un produit, il faut avoir un coût hyper compétitif. On a la chance d'avoir ici avec nous, j'appellerais ça le couple Aven-Altior, puisque finalement c'est un client et son fournisseur, donc ils peuvent peut-être nous donner leur témoignage autour de ce sujet design to cost qui est dans le domaine en tout cas d'Altior à coup sûr un sujet très important et pour Aven très probablement aussi. Je vous laisse la parole. Merci Didier. Donc effectivement, chez Altior, fabricant industriel de produits complets, le design to cost est un facteur extrêmement important dans l'élaboration des produits pour nos clients, parce que tous nos clients veulent le produit le plus qualitatif possible, le plus performant possible, au prix le plus bas possible. Et c'est les 3 critères, on va dire, même s'ils ne sont pas toujours écrits, qui figurent dans le cahier des charges. Les gens qui abordent Altior, en général, arrivent avec une maquette ou une MVP, Minimum Viable Product, et vont nous demander de l'industrialiser et de le produire en série. Et le design to cost va consister d'abord à vérifier tous les points de coût importants. Donc, on va d'abord cibler, par exemple, au niveau de l'électronique, les composants qui ont les coûts les plus élevés, vérifier si ces composants-là sont bien pertinents par rapport aux fonctionnalités requises ou aux exigences de performance requises. Typiquement, quelqu'un qui arrive avec un appareil simple, mais dans lequel il a mis un processeur, on va vérifier si un processeur est bel et bien nécessaire au fonctionnement de l'appareil, ou est-ce qu'on peut remplacer ce processeur par un microcontrôleur et du coup diviser quasiment le coût du composant par 10. Alors qu'il assurera les mêmes fonctions avec des performances égales. Pour les pièces mécaniques, de la même manière, on va vérifier que la conception de ces pièces a été faite de manière optimale. On va faire du redesign, ce qu'on appelle du design for manufacturing aussi, de manière à nous assurer que toutes les pièces mécaniques peuvent être injectées dans des presses et produits à des centaines de milliers d'exemplaires sans défaut, sans problème d'assemblage au final, etc., qui vont induire d'autres coûts. Donc, tout ça, on va l'éliminer, on va vraiment optimiser tous ces éléments. On va aussi vérifier le choix des matériaux. Est-ce que, par exemple, il y a certains plastiques qui ont autant de résistance, sinon une meilleure résistance que certains métaux, et qui en plus ont l'avantage d'être perméables aux ondes, ce qui pour un objet connecté présente des avantages certains. Donc, pareillement, dans certains cas, on va proposer plutôt des éléments mécaniques plastiques qui n'altèrent aucunement la performance de l'objet, voire l'améliorent. Et par contre, qui là aussi vont peut-être diviser par 10 le coût de la pièce mécanique. Donc, on va passer en revue tous ces éléments-là. Ensuite, il y a le lieu de fabrication. Donc, Altior Cocorico est une société française, mais je pourrais dire aussi puisque nous avons notre propre site de production en Chine. Certains clients veulent une production en France pour des raisons de valeur perçue de leurs produits. Rarement pour des raisons, je dirais, purement techniques, ça peut arriver. Et beaucoup, surtout quand il y a du volume, quand on s'adresse à des marchés où le facteur coût va être important, une production en Chine reste aujourd'hui toujours la plus compétitive. C'est là où il y a le savoir-faire, la flexibilité, et où on trouve plus facilement l'écosystème de personnes devant intervenir dans la production des différents éléments qui composent le produit qui est assemblé par Altior dans notre propre usine là-bas. Il y a ensuite le choix parfois d'interface ou de technologie dans des produits, et je pense que Nicolas pourra évoquer ça. Typiquement, vous avez quelqu'un qui veut absolument un écran tactile en interface. Un écran, ça coûte cher, c'est des technos... voilà, on est heureuse, mais où on pourrait peut-être remplacer ça par un ensemble de LED qui change de couleur.
qui apporte les mêmes informations, et peut-être même de manière plus claire pour certains utilisateurs, là aussi en réduisant le coût. Donc on va passer en revue tous ces éléments pour arriver à un coût optimal pour le client, tout en maintenant, voire en améliorant les performances et la qualité de son produit. Merci. Nicolas, vous pouvez peut-être enchaîner sur les échanges ou la façon dont vous avez peut-être pu procéder avec Altior ou plus en amont sur le projet si vous le souhaitez. Oui, alors avec plaisir. Juste pour rapidement, moi à la base je viens plutôt du médical et d'une industrie que je connais assez bien, qui a plutôt les moyens. Donc c'était intéressant d'avoir cette vision design to value, d'avoir la description de James design to cost. Moi il y a un sujet qui me semble important, c'est le moment et la stratégie qu'on doit établir au moment où on fait du design to cost. Donc Aven, comme je le disais, c'est une start-up. Comme beaucoup de start-up, quand on commence, on ne gagne pas d'argent pour une raison simple, c'est qu'il y a un temps nécessaire pour développer le produit ou le service qu'on va vendre et qui va permettre de gagner de l'argent. Donc dans le cas d'un service à la personne, c'est relativement rapide, un site internet un peu moins, une application encore un peu moins. Dans le cadre d'un device, d'autant plus un device industriel, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux. C'est hyper important cette notion de coût général du projet, parce qu'en fait, dans une start-up, on n'a pas les moyens de dépasser. C'est-à-dire qu'on a de l'argent jusqu'à mars, et avril, il n'y a plus d'argent, donc la start-up s'arrête. En résumé, c'est ça. On peut gagner un mois ou deux en payant plus les gens, mais ça se passe en général pas très bien. Quand on développe un produit hardware, du coup, la priorité, effectivement, on voudrait tous avoir un produit génial, et nous les premiers, quand on est allé voir Altior, on voulait un produit haut de gamme, pas cher, produit en France et idéalement pas payer l'industrialisation. Dans la réalité, c'est pas tout à fait passé comme ça. Et le choix qu'on a fait, et aujourd'hui avec du recul, c'est un choix que j'inviterais tous les gens qui font du hardware à faire, c'est d'aller très rapidement à sortir un premier produit. En fait, une start-up doit passer des étapes importantes. Donc une de ces étapes, c'est de montrer qu'on est capable de transformer notre idée en produit. Donc dans un premier temps, c'est un prototype, puis une série, donc de réaliser l'industrialisation en étant accompagné, puis d'accéder au marché pour montrer qu'il y a un marché. Et à ce moment-là, on se pose la question dans un second temps du design to cost. Et ça a d'autant plus de sens que sur ces premières étapes, de toute façon, on est sur des volumes produits de 1 unité, 100 unités, 1000 unités, 10 000 unités. Et même si on se dit, allez, je vais gagner 5 € sur 10 000 unités, au final, ça représente, entre guillemets, que 50 000 €. Et 50 000 €, quand on en a déjà à une phase où on industrialise 10 000 produits, c'est presque un coût en marge du reste. Donc il y a une notion de time to market et d'exécution qui est primordiale. Et pour moi, la réalité, c'est il faut sortir un produit. Il faut sortir un produit le plus rapidement possible. Le MVP, idéalement, même si on le surcalibre et on y revient, on tourne autour plusieurs fois. Et ensuite, dans un deuxième temps, aller sur du design to cost. C'est la démarche dans laquelle nous, on est aujourd'hui. Et de la même manière, cette notion de design to cost, c'est pas on fait un premier produit qui fait le boulot, et ensuite on en fera un deuxième qui est génial. Ça se passe jamais comme ça. C'est on fait un premier produit qui fait le boulot, on en fait un deuxième qu'on veut génial et qui en fait fait le boulot un peu mieux, et puis un troisième qui fera le boulot encore un petit peu mieux, et on progresse comme ça. Et en même temps, c'est évident, puisqu'on ne fait pas des produits de la même manière quand on en produit 1000, 10 000, 100 000, 1 million ou 1 milliard. Et du coup, les outils de production, les réductions de coûts généraux, les économies d'échelle, ce genre de choses, c'est aussi des choses qui vont se mettre en place avec le temps. Et je pense que la pire erreur possible, c'est de partir directement en se disant notre produit, on le spécifie à mort, on passe des années à imaginer le produit génial, on met en place la ligne de production pour en sortir des millions, et finalement, quand on le sort, déjà il est dépassé, et en plus de ça, il ne répond pas au marché, donc on a passé des millions pour rien du tout. La chance qu'ont les startups aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir se permettre ça, et donc d'avoir l'obligation de ne pas tomber dans ces déboires-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, la démarche de design to cost, c'est quelque chose qui doit intervenir dans cette logique de progression progressive et de réponse au marché. J'aimerais, si je peux, juste rajouter un élément, parce que je rejoins ce qui a été dit par Grégoire et pour l'avant. Le design to value, nous, on le retrouve dans le cahier des charges qui nous arrive, et on va être très à l'écoute de quels sont les besoins de l'utilisateur final, quelle est la valeur que va tirer l'utilisateur final du produit pour vraiment nous mettre dans la peau de notre client et être certain que le produit respecte ce design to value qui pour nous vient surtout du client lui-même
en relais des utilisateurs. On a, un peu comme l'a dit Paul, hein, on a mis en place aussi les systèmes de télésurveillance, on va dire, ou de téléconsultation. Les gens en Europe peuvent voir leurs produits en train d'être fabriqués dans notre usine en Chine. Ils peuvent voir les contrôles qualité qui sont faits. Ils peuvent même avoir des liaisons informatiques avec le produit de manière, par exemple, à faire des personnalisations à la volée, de la gravure, par exemple, sur le produit, ce genre de choses. On est tout à fait en mesure de ça, qui sont des éléments qui évitent à ces sociétés de se déplacer sur le site de production pour intervenir ou vérifier ce qui se passe avec leurs produits dans l'usine. D'accord, merci James. Alors, la question que j'aurais peut-être envie de vous poser avant de passer aux questions de nos auditeurs, c'est finalement, alors peut-être dans les structures un petit peu plus significatives, dans lesquelles peut-être le design to value et le design to cost peut être intégré de manière globale, est-ce que finalement ces démarches-là n'ont pas d'autres vertus que celles qu'on attend? C'est-à-dire, j'entends qu'on va mettre très en amont finalement dans le développement d'un projet, on va mettre très en amont le marketing, les ventes, la technique, la supply chain, etc., pour avoir une chance d'aboutir au bon produit, au bon coût. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres vertus finalement associées à cette démarche-là en même temps? Alors effectivement, je peux répondre au nom de Nemera, qui est une société assez de taille moyenne, mais qui œuvre dans une industrie assez lourde. Qui plus est, dans ce cycle pharma, quand on sort un produit, on a peu de volatilité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'incertitudes jusqu'à obtenir une autorisation de mise sur le marché. Après, je dirais qu'on est sur des grosses cavaleries qui vont durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je. Donc la notion de design to cost, c'est aussi peut-être pour écorner un peu cette image d'Épinal. Elle existe aussi dans la pharmacie, mais je rejoins tout à fait ce que disait Nicolas. Chaque chose en son temps. Et effectivement, il y a d'abord un focus sur le design to value, design to cost. Il ne faut pas s'y pencher trop tôt. Enfin, il ne faut pas s'inventer des barrières trop tôt. Et on a largement le temps de s'y frotter et de trouver des solutions. Et par rapport à votre question, Didier, bien sûr qu'il y a des vertus à ça. Et là, ça sera un témoignage plus personnel, mais pour moi, ça amène beaucoup d'intelligence dans la manière de développer des produits. Et quand je parlais de faire des produits d'ingénieurs, et c'est encore plus vrai quand on a des combos hardware et des solutions de soft type application et autres, en fait, ça amène beaucoup d'intelligence. On peut parler de produits smart, etc., mais il y a vraiment une quête, à mon avis, de sens, de cohérence, et cette valeur de boucler avec l'utilisateur final, c'est vraiment d'être tous dans le même bateau et d'amener sur le marché, quelle qu'elle soit, une solution qui est cohérente en coût, qui est cohérente en termes d'usage, qui est cohérente en termes de pratique. Et je rebondis encore, même si ce n'est pas la thématique de cette table ronde, mais il y a une demande croissante sur le marché, et je pense que vous l'expérimentez tous. Ça va aussi appeler une cohérence sur la fin de vie du produit et sa destruction et sa recyclabilité, etc. etc. Donc c'est très important, à mon sens, d'intégrer ce couple value-cost. Et je fais le pari que d'ici quelques années, on intégrera cette troisième branche qui est la partie recyclage au cost et à la value. Et c'est vraiment très important. Donc en termes de vertu, c'est cette cohérence qu'il faut avoir, de ne pas dissocier le coût de la valeur apportée. Tout à fait. Merci encore une fois à tous les quatre. Le temps passe, donc il va être le moment de passer aux questions des personnes présentes dans la salle pour commencer. Alors, je vous laisse lever la main et puis quelqu'un va vous amener un micro s'il y a des questions particulières, donc n'hésitez pas. Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ces témoignages, pour ces éclairages. Je pense que ça a été bénéfique à tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot de la fin qui veut citer quelque chose de particulier. Sinon, nous vous souhaitons une bonne continuation pour ce salon SIDO. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste te dire que si vous voulez un peu, parce que c'est vrai que la réalité augmentée, ça parle peut-être pas à tout le monde. Si vous voulez un peu vous projeter, voir des cas d'usage métiers qui correspondent peut-être aux vôtres, on est présent sur le stand de l'espace Microsoft, stand W110. Donc voilà, si vous voulez passer, ça sera avec plaisir qu'on vous fera des démos. Et de la même manière, nous, on est présents chez plein de cavistes et restaurants, donc allez boire des canons et vous nous verrez en application.
Bonne continuation. Merci à tous. Merci. Merci.